Louis. J'ai grandi essentiellement avec des femmes autour de moi, très peu d'hommes. Je n'ai donc pas été confrontée au fait de voir ces derniers pleurer ou non. Je ne me suis jamais posé la question. Pour moi, quand j'étais plus jeune, c'était normal de pleurer, pour les hommes ou pour les femmes, quand on est triste, contrarié, agacé. C'était normal autour de moi de montrer ses émotions ou ses sentiments. C'est dans les films que j'ai vu pour la première fois que ce n'était pas évident pour tout le monde. J'en regardais beaucoup et je me souviens très bien avoir vu, vers 12-13 ans, le film This Boy's Life, Blessure secrète en français, traduit « Tu seras un homme » pour le public québécois. Dans ce film, sorti en 1993, le très jeune et déjà très talentueux Leonardo DiCaprio joue le rôle de Toby, un ado dont la mère divorcée et sans emploi se met en couple avec Dwight, joué par Robert De Niro, un homme qu'elle voit comme solide, stable et protecteur. Mais c'est un leurre. Dwight est en fait dur, violent, notamment avec Toby, à qui il veut apprendre ce qu'est selon lui un vrai homme. Un vrai homme, c'est dur, c'est violent, ça ne montre pas ses émotions, ça ne pleure pas. Ça m'a marqué. J'ai encore des scènes de ce film en tête parfois. Et c'est à ça que j'ai pensé quand Antoine Lalande-Desmet nous a proposé de faire un épisode d'émotion sur les hommes et les larmes. Un sujet encore tabou pour beaucoup d'hommes, mais plusieurs ont accepté de lui en parler. Je m'appelle Cyrielle Bedu, bienvenue dans Émotion. Et si le groupe britannique The Cure avait raison? Dans une chanson consacrée à une déception amoureuse, il chante « J'ai juste continué à rire, cachant les larmes de mes yeux, parce que les garçons ne pleurent pas. Boys don't cry. » Je sens que ça monte, que la gorge se noue. Et au moment où ça va venir, si la gorge n'est pas suffisamment nouée, je sais que ça sortira pas et je vois un truc qui va s'interposer. Et c'est, par exemple, moi je me vois de haut, par exemple. Et je me vois d'en haut comme avec une caméra en plongée. Et je me dis, tiens, t'es sur le point de pleurer. Et le seul fait de me dire ça annihile complètement le truc, en fait. Et ça fait que, je perds les sensations. Thibaut est écrivain et éditeur. Dans son roman « Il est juste que les forts soient frappés », paru aux éditions de l'Observatoire, il raconte l'histoire d'un couple, Théo et Sarah. Leur vie est bouleversée le jour où Sarah apprend qu'elle a un cancer. Ensemble, ils font face à la terrible maladie. Dans le roman, Théo ne pleure pas. Mais petit à petit, confronté à la douleur, il apprend à laisser couler ses larmes. Thibaut, l'auteur de cette histoire, lui non plus ne pleure pas. Et pourtant, il s'est largement interrogé sur la question. Mais je crois qu'il y a dans ma tête, il y a une espèce de petit con quand même qui trouve que c'est mieux de pas pleurer, en fait. Et j'arrive pas à le tuer, en fait. ce personnage-là, qui est un peu ricanant et qui se dit que lui, il pleure pas quand même, il aurait pas pleuré pour un truc pareil, quoi. En fait, c'est ça. Pleurer, pour moi, c'est assimilé, ça doit être grave, quoi. En fait, c'est ça le truc. C'est l'image d'un espèce de personnage, un peu démoniaque d'ailleurs, mais qui est la force, qui est à peu près invincible, parce qu'il enjambe les obstacles en riant, en fait. Tout lui est facile. Il est gracieux, en fait. Les larmes, c'est pas gracieux, c'est plus balourd, par opposition, tu vois. Et quand je dis tout ça, je dis pas que j'en suis convaincu, parce que je trouve ça débile, en fait. Je sais que c'est débile, je sais que c'est absurde. Mais force est de constater que j'en reviens toujours un peu au même point, en fait. Je reste un homme qui pleure pas. Parce qu'il y a un truc en moi qui bloque, quoi. Pour moi, c'est très similaire. Quand je sens l'émotion me monter aux yeux, j'ai le réflexe de ravaler mes larmes. Durant mon adolescence, ça me demandait de l'énergie de ne pas craquer. Aujourd'hui, je n'y pense presque pas, c'est un réflexe. Je ne pleure pas, ni en public, ni dans mon intimité. Thibaut, lui, m'a avoué avoir déjà pleuré. C'était dans un cadre très particulier, une situation unique, exceptionnelle, une situation grave. La cérémonie d'hommage à Axel Sandre, une autrice décédée soudainement et dont il était l'éditeur. J'ai beaucoup souffert en fait du décès de cette personne que j'aimais énormément.
Et je m'en souviens d'autant plus que j'ai mis 2 mois et demi à pleurer, en fait. Et j'ai souffert parce que je n'arrivais pas du tout à l'exprimer, en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des nausées, des vertiges, j'ai commencé à me persuader que j'étais malade, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait j'étais simplement sous le choc. Parce que c'était une mort brutale, parce que je la connaissais depuis une bonne dizaine d'années. En plus, c'est une de mes toutes premières autrices, donc on a lancé la collection ensemble. Enfin, effectivement, c'était très, très lourd, quoi. Et c'est à cette époque-là que je sentais bien qu'il fallait que je fasse sortir quelque chose. Je le savais, hein, j'étais conscient de ça, parce que j'ai toujours été conscient du fait que j'avais du mal à pleurer. Et c'est à cette période-là, d'ailleurs, que j'ai fait ce truc fou, là, où j'ai coupé des échalotes un soir pour essayer de me faire pleurer, en fait. Donc j'ai coupé des échalotes et je me les suis frottées sur les paupières. Donc ça a quand même produit un effet physique, hein, ça fait que les larmes sont sorties, et ça j'ai plutôt bien aimé, d'ailleurs, sur le coup, la sensation des larmes fraîches sur les joues. Donc quand j'ai senti les larmes sur mes joues, je me suis dit, tiens, ça fait du bien quand même, quoi. Voilà. Mais ça ne résolvait pas le problème qui était que j'étais mal, quoi. Et puis finalement, on a organisé avec ma maison d'édition une cérémonie d'hommage pour cette autrice, qui en plus était une autrice très aimée de ses lecteurs. Elle s'appelle Axelle Sandre, je le dis parce que de toute façon, sa mort est de notoriété publique. Donc, à l'occasion du salon du livre de Montreuil, on a organisé pour elle une cérémonie. Donc, j'ai réuni des auteurs qui l'aimaient beaucoup et qui ont lu des extraits de ses textes devant toute sa famille et puis tous les gens. Il y a beaucoup de gens, hein, qui étaient là. Et puis à la fin, les sœurs d'Axelle ont fait une lecture. Donc j'ai repris la parole pour clore la cérémonie. Et là, j'avais vraiment la voix qui tremblait. Et quand je suis allé serrer mes auteurs dans les bras, là j'ai vraiment pleuré. Et j'ai l'impression de respirer mieux, en fait. Le soulagement était tel, d'abord, que c'était puissant, ça me faisait du bien. Et c'est vrai que beaucoup de gens pleuraient aussi, hein. J'étais pas seul à pleurer, quand même. On se rassemblait aussi dans cette communion-là, quoi. Et là, ça m'a débordé. Et là, j'ai pas pu faire le malin, en fait. Le personnage en moi n'a pas pu continuer à tenir. Et j'étais très heureux de le voir se faire ensevelir. Thibaut est donc un homme qui ne pleure pas, ou presque. Il verse des larmes une fois tous les 2 ans, dans des situations exceptionnelles de chamboulement émotionnel. Pourtant, Thibaut est traversé par des émotions, et il le dit lui-même, verser une larme, sangloter, pleurer, lui fait du bien. Alors, qu'est-ce qui le retient ? Pourquoi n'y arrive-t-il pas autant qu'il le voudrait ? Moi non plus, je ne pleure pas. La dernière fois, c'était il y a 4 ans. Cela a duré environ 1 minute. Je venais d'apprendre le décès de ma grand-mère quelques heures auparavant. J'étais à l'étranger, loin de la France. J'avais sauté dans un avion pour rejoindre ma famille. Tout s'était enchaîné vite. Il fallait prendre les billets, réorganiser mes rendez-vous, tout cela en quelques heures. J'ai eu un sanglot dans l'avion, au moment où l'on m'a servi mon plateau repas avec le pain enveloppé dans un film plastique. J'étais dans l'action, et tout d'un coup, je venais de prendre conscience de la situation. Moi, à la différence de Thibaut, pendant longtemps, ça ne m'a pas inquiété de ne pas pleurer. Je trouvais ça plutôt normal. Mon père, mon frère, mon grand-père, mes amis hommes ne pleurent pas non plus. Ou alors, ils ne me l'ont jamais dit. En tout cas, je ne les ai jamais vus pleurer. Et puis, la norme apparente me confortait dans l'idée que ce n'était pas un problème. Une dépêche AFP, titrée en 2009, « Les femmes pleurent 4 à 5 fois plus que les hommes ». Je ne suis donc pas le seul à ne pas pleurer, et il semblerait qu'il y ait une différence entre les genres. Mais depuis quelque temps, encouragé par Héloïse, ma copine, je me suis mis à me demander « Pourquoi ? Comment expliquer cela ? Qu'est-ce qui me retient de pleurer ? Est-ce que j'aurais été programmé pour ne pas pleurer ? Est-ce que les hommes sont programmés pour ne pas pleurer ? » Pour le savoir, je me suis d'abord demandé comment ça fonctionne les larmes. Concrètement, voici un peu d'anatomie. Les larmes sont fabriquées par les glandes lacrymales, du côté de l'oreille. Elles s'écoulent depuis la paupière du bas, par un clignement, comme un essuie-glace. L'excédent de larmes est évacué par le canal lacrymal. Parfois, il y a trop de larmes qui arrivent. Le canal déborde, les larmes coulent sur nos joues. Que vous soyez un homme ou une femme, les larmes peuvent être déclenchées dans 3 circonstances. La première est physiologique et permanente. Elles sont étalées toutes les 10 secondes par la paupière pour humidifier le globe oculaire et le protéger des microbes. C'est nécessaire pour préserver l'œil et éviter qu'il sèche. Cette sécrétion lacrymale s'évapore en quasi-totalité. La deuxième circonstance est un réflexe. Il se déclenche en cas d'agression directe de l'œil. Cela peut être par le vent, par une poussière,
par un gaz lacrymogène. Là aussi, l'objectif est de nettoyer l'œil afin de le protéger. Ces larmes sont composées de beaucoup d'anticorps et d'enzymes antibactériens. Si l'agression est importante ou prolongée, le larmoiement devient visible, les larmes coulent. C'est ce réflexe que Thibaut a provoqué en se frottant des échalotes sur les yeux. La troisième circonstance, c'est celle qui va nous intéresser pour cet épisode. Ce sont les larmes d'émotion. Elles résultent d'une connexion neuronale entre glandes lacrymales et régions cérébrales qui détectent et expriment nos émotions. Elles peuvent être un cri, un signal primitif de douleur ou de détresse. Elles peuvent aussi être une forme élaborée de communication. Elles indiquent notre degré d'émotion quand nous n'avons plus les mots. Ces larmes se composent d'eau et de protéines. Elles soulagent les tensions psychiques fortes, celles provoquées par un échec, par son impuissance face à des événements, par la peur, l'angoisse, mais aussi par des tensions positives, comme la joie, le rire. Ces larmes nous aident à retrouver un état d'équilibre après avoir été secoués par l'émotion. Certaines théories avancent même que le corps libère des endorphines de bien-être quand nous pleurons. Pleurer serait thérapeutique. Et ces larmes émotionnelles, elles peuvent être maîtrisées, avec habitude et entraînement. Et il se trouve que les hommes ont beaucoup d'entraînement depuis l'enfance. Thibaut en a un souvenir précis. J'ai un vrai souvenir d'un truc où je jouais à Trouville avec des copains, petite bourgade proche de Paris, où on allait tous les étés en fait, avec ma famille. Et moi, je jouais sur la plage avec mes cousins, donc j'étais quand même assez grand pour pouvoir jouer tout seul dehors avec eux. Je dirais que j'avais au moins 8 ans. Et on jouait à se balancer des petits cailloux, des trucs comme ça, et il y en a un qui m'a jeté un caillou un peu plus fort, et ça m'a surpris, et j'ai pleuré. Et j'ai vraiment pleuré comme un bébé, quoi. Et je me souviens très bien, enfin, je sais plus comment j'ai retrouvé ma mère après, mais qu'elle m'a dit: «Ah non, écoute, non, tu peux avoir 1000 réactions. La colère, tu peux être en colère. Ah non, pourquoi tu m'as acheté un caillou? Tu peux décider que, bon, tu vas passer par-dessus, mais non, tu chouines pas comme un bébé, quoi.» Et ça, j'en souviens, en fait. Je revois le sentiment d'humiliation cuisante quand j'ai reçu ce caillou, et surtout quand ma mère derrière m'a dit qu'il fallait pas pleurer et tout, et que j'avais pleuré comme un bébé devant tout le monde. Ce souvenir est fondamental pour Thibaut. Ça signe le moment où il associe les larmes à la faiblesse, à quelque chose qu'il faut supprimer. Ne surtout pas chouiner, même quand on en éprouve le besoin. J'ai rencontré Laurent, qui lui aussi a un souvenir similaire, mais dans le rôle d'en face, celui du parent. Voilà ce qu'il a vécu avec Raphaël, son fils de 6 ans. Raphaël était allé à l'école et c'était le premier jour des vacances, de la rentrée. Et je l'accompagne à l'école et je vois au fur et à mesure que l'on chemine ensemble combien il ne veut pas aller à l'école. Et puis on arrive près de la grille et il commence à pleurer. Et là, moi, j'étais dans une situation de profonde détresse, puisque je sentais qu'il voulait rester avec moi, il ne pouvait pas rester avec moi. En même temps, il ne voulait pas pleurer, donc il faisait en sorte de ne pas regarder la grille et les copains pour que les copains ne le voient pas pleurer. Et en même temps, j'ai pris un mouchoir pour lui essuyer les larmes, et je trouve ça stupide. Parce que je me suis dit que si déjà à la grille de l'école, à 6 ans, on n'apprend pas à pleurer, qu'on ne peut pas exprimer sa souffrance, et que des enfants sont obligés de prendre des mouchoirs pour sécher les larmes, et que je participe à ce simulacre, eh bien je trouve ça très... Je pense que l'école a failli, et moi j'ai failli complètement. Et j'ai été, quand je suis revenu à la maison, ça m'a beaucoup marqué de pouvoir penser que je lui avais dit de sécher ses larmes, alors que j'aurais dû trouver autre chose. Mais sur le coup, j'ai pensé qu'il aurait été encore plus mal à l'aise s'il avait été obligé de montrer qu'il était en larmes auprès de ses copains. Pour la philosophe Olivia Gazalet, autrice du mythe de la virilité, les hommes sont condamnés à devoir sans cesse prouver et confirmer par la force le courage et la vigueur sexuelle qu'ils sont bien hommes. Autrement dit, qu'ils ne sont pas une femme. D'où l'importance extraordinaire donnée aux signes extérieurs de virilité. Elle ajoute « La preuve virile ne traduit rien d'autre qu'une angoisse démesurée devant les ambiguïtés de l'identité mâle. Les larmes sont aujourd'hui associées à la féminité. » Gigi Bola est un écrivain, poète et éducateur britannique, auteur de Mask Off, La masculinité redéfinie, un essai sur les masculinités. What it means to be a man. Il abonde dans le sens d'Olivia Gazalet.
Beaucoup de caractéristiques de la virilité, de la masculinité et du fait d'être un homme sont présentées en opposition aux femmes. Qu'importe ce qu'une femme est supposée être, l'homme n'est pas cela. Par exemple, disons qu'une femme pleure. Donc, un homme ne pleure pas. La femme est émotionnelle, l'homme ne l'est pas. Si le rôle d'une femme est de cuisiner et de nettoyer, le rôle d'un homme est de faire le contraire. Donc il construit, il travaille avec ses mains, etc. Le maquillage aussi, ou les chaussures à talons. J'ai toujours trouvé que les chaussures à talons étaient un exemple très intéressant, car les chaussures à talons viennent de Perse. Elles étaient à l'origine portées par des cavaliers. En France, le roi Louis XIV en portait, comme beaucoup des membres de la famille royale et des aristocrates. Ils achetaient donc des chaussures coûteuses qui venaient d'un pays lointain. C'était un symbole, car si votre talon faisait par exemple 7 cm, vous étiez perçu comme quelqu'un de riche. Donc les hommes se faisaient concurrence pour porter des talons plus hauts que les autres hommes. Vous pouvez donc imaginer que si le roi Louis XIV avait des talons de 7 cm et que ses amis aristocrates venaient avec des talons 2 fois plus hauts, le roi Louis XIV se disait « je dois en acheter des encore plus hauts ». Aujourd'hui, en 2020, si en tant qu'homme, je marche dans une rue en talons hauts, tout le monde va me regarder comme si j'avais perdu la tête. Et cela montre bien que cette idée d'être un homme, ou la masculinité, n'est pas fixe. En fait, le genre lui-même est très fluide et passe d'une chose à l'autre. Mais comme les talons, les larmes n'ont pas toujours été associées à la féminité. C'est en réalité une association relativement récente. J'en ai parlé avec Anne-Vincent Buffo, historienne des sensibilités. Oui, en fait, au XVIIIe siècle, en fait, on célèbre le plaisir des larmes. Donc c'est un mouvement délicieux, c'est aussi une façon de se sentir soi-même exister, et c'est quelque chose qu'on partage. Au moment de la Déclaration des droits de l'homme, effectivement, tout le monde pleure. Clermont-Tonnerre, il a une couronne de persil, je crois, sur la tête. Ça devait être quand même un peu bizarre. Et il pleure, enfin, et tout le monde pleure, quoi. C'est vrai qu'il y a aussi ce côté où ça va avec des effusions d'embrassade. C'est-à-dire que les hommes s'embrassent, ils se serrent pas la main. Donc c'est vrai que c'est un rapport au corps différent, quoi. Dans la culture populaire, il y a un corps ouvert qui excrète, etc. Et puis plus on va vers le 19e, plus on va vers un corps fermé. Et le corps masculin, il s'est vraiment fermé au 19e, quoi. Et donc ils ne pouvaient plus exprimer leurs sentiments par des larmes. Anne-Vincent Buffo identifie un basculement au 19e siècle. Alors que pendant le siècle précédent, les hommes pouvaient pleurer librement, elle remarque qu'à cette époque, ils retiennent désormais leurs larmes. Et bon, c'est pour ça que je me suis intéressée au public de théâtre, c'est qu'effectivement, au 18e, ils viennent vraiment pleurer aux Comédies de l'Art Moyen. Donc là, ça s'appelle Comédie de l'Art Moyen. Quoi. Les gens, ils viennent, ils étalent leur mouchoir sur leurs genoux. En plus, il y a il n'y a pas la scène qui focalise l'attention, vu que la salle est éclairée. Tout le monde se voit pleurant et tout le monde est content de se voir pleurer, quoi. Et là, on voit que peu à peu, le théâtre, de plus en plus, les spectateurs sont dans l'obscurité et les larmes sont de moins en moins valorisées, sauf au mélodrame, où là, le public populaire vient pleurer et les journalistes se moquent de ce public qui vient... donc, ils parlent d'incontinence des larmes. Donc là, ils relient l'humeur à, effectivement, une humeur qui est du côté du bas corporel, quoi. C'est plus... on essaie de dévaloriser les larmes en mettant sur un fluide nerveux, quoi, sur un fluide... ou sur... L'incontinence, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc c'est quand même une guerre de mots aussi, cette histoire de larmes. Mais je pense qu'en fait, on pleure avec les mots de son temps. C'est-à-dire la façon dont on dit... tu chiales ou je sais pas, voilà, tu travailles pour Kleenex, voilà, c'est une façon de dévaloriser les larmes. Alors que si on dit la délectation des larmes, forcément ça les valorise, quoi. La dévalorisation des larmes s'opère à la suite d'une conjonction de phénomènes. Nous sommes au temps de la Révolution et les larmes s'inscrivent dans les enjeux politiques du moment. Après les scènes de pleurs euphoriques, l'usage par les orateurs de l'image du sang et des larmes remporte un franc succès.
Et donc, après la Révolution, tous les gens qui étaient contre-révolutionnaires ont dit ces gens qui pleuraient, qui versaient des larmes, en fait, c'était des buveurs de sang. Que la sensibilité pouvait effectivement être retournée en sensiblerie, que le sentiment pouvait être retourné en sentimentalité, et que cette sensiblerie, cette sentimentalité, en fait, avait créé des crimes, quoi. Et il faut revenir, en fait, il y a tout un modèle qui est la rhétorique chrétienne des larmes, qui était totalement tombée en désuétude au XVIIIe siècle, et qui revient au moment du romantisme et de la contre-révolution. Les larmes de religieuses doivent être des larmes de repentance, hein, donc de contrition. Voilà. En fait, en tout cas, en Occident, parce qu'en Orient, c'est un peu différent, mais en Occident, l'Église a eu très peur de ces larmes de grâce et de don des larmes gracieuses, et a beaucoup insisté sur une pastorale de la larme de contrition, de regret, de ses péchés, etc. Au même moment, les principes d'une virilité nouvelle se mettent en place. En 1798, à l'aube du XIXe siècle, le service militaire obligatoire pour les jeunes hommes est instauré. L'entraînement y est brutal, intensif et parfois humiliant. Les hommes sont encouragés à ne pas écouter leur corps et à attendre la virée chez les travailleuses du sexe et l'ivresse pour apaiser leurs tensions. Il faut déconstruire le garçon pour construire le guerrier, explique Olivia Gazalet dans le mythe de la virilité. Avec ce rituel douloureux, on attend des garçons qu'ils soient forts et courageux. On leur interdit les larmes. On leur enseigne que la violence est chez eux un penchant naturel et on les envoie à la guerre. Mourir et donner la mort. Ils apprennent à ne pas laisser paraître leurs sentiments. Dans son journal, le poète Alfred de Vigny, militaire pendant une dizaine d'années et mort en 1863, décrit en lui une sensibilité extrême, refoulé à l'armée par les officiers supérieurs et demeuré enfermé dans le coin le plus secret du cœur. Une sensibilité qu'il exprimait pourtant pendant son enfance. Jusqu'à 15 ans, écrit-il, je pleurais. Je versais des fleuves de larmes, par amitié, par sympathie, pour une froideur de ma mère, pour le chagrin d'un ami. L'apprentissage guerrier encourage à se contenir, et pour Alfred de Vigny, cela aura visiblement fonctionné. Il écrit dans un recueil posthume « Gémir, pleurer et lâche, fais énergiquement ta longue et lourde tâche, puis après, comme moi, souffre et meurt sans parler. » Un discours médical accompagne la construction de cette virilité masculine. Bon, autour de Darwin, de Lombroso, etc., toutes les théories essayaient de montrer que, effectivement, c'est l'homme civilisé, adulte, qui a le bon comportement. Et les enfants sont un peu mous, les vieillards sont un peu trop secs, et les femmes sont complètement gouvernées par leur machine nerveuse, quoi. Dans ce darwinisme des larmes, les femmes sont décrites comme émotives, excessives et imparfaites. On les présente comme peureuses, faibles et pleurnicheuses. Avec ces divisions genrées des émotions, les larmes deviennent un signe pour évaluer la virilité. Pleurer, pour un homme, est le signal d'une débâcle. Dans Lucien Leven, roman de Stendhal, écrit après Le Rouge et le Noir, on suit un jeune homme pris dans les tourments de son temps. Le héros, Lucien, veut faire une carrière politique, mais se ridiculise complètement, car il se met à pleurer. Ses larmes ne le soulagent pas. Il craque et court à sa perte dans la mêlée sociale. Par un ensemble de transformations sociétales démarrées à l'aube de l'époque contemporaine, l'idée s'est ancrée. Les hommes ne pleurent pas. Le problème, c'est que cela fait du bien de pleurer, et que se retenir pose des difficultés. Nadine Botéac est psychothérapeute spécialisée dans l'accompagnement des personnes endeuillées. À l'heure actuelle, j'ai en accompagnement un monsieur de 82 ans qui est tout à fait émouvant, qui a perdu son épouse il y a 2 ans. Et il pleure beaucoup, il pleure énormément. Mais pour lui, c'est mal. Il ne devrait pas se laisser aller. À des moments, il se contient beaucoup. Donc, il est assis à votre place et il est là. Il peut plus parler, je vois physiquement les efforts qu'il fait. Donc, vous voyez, là, j'ai une petite corbeille et j'ai une boîte de Kleenex qui, d'habitude, vient se mettre là.
Et j'accueille ses larmes. Je lui dis, c'est normal que vous soyez en chagrin. C'est normal que vous soyez démoli par vos émotions, par vos ressentis. C'est normal. Ne retenez pas, là, en ce moment. Les larmes viennent. Ne les retenez pas. Vous êtes là pour ça. Vous allez vous retenir avec votre beau-frère. Vous allez vous retenir avec vos amis. Ici, vous êtes là et vous avez besoin de pleurer. Vous pleurez. Quand vous aurez fini de pleurer, on continuera de parler. C'est l'écoute de vos émotions qui va vous permettre d'avancer dans ce ressenti difficile de la perte de votre épouse. C'est normal que vous soyez que vous soyez plein de larmes en ce moment. C'est normal. Vous avez perdu votre femme qui était votre amour. À quel moment pleureriez-vous dans votre vie si ça n'est pas maintenant ? Donc, effectivement, quand les émotions sont là, c'est pas la peine de se forcer à les retenir. Les émotions, si elles existent en nous, elles ont leur raison d'être. Hein. Et leur raison d'être, c'est que justement, dans un moment émotionnel trop douloureux, trop difficile, nous avons biologiquement, physiologiquement, des moyens de soulager la tension. Pleurer, ça nous fait du bien. Ça soulage les tensions qui sont en nous. Si on retient tout le temps ces émotions, est-ce qu'à un moment donné, ça va altérer la santé mentale ? Oui, bien sûr que oui. Mais pleurer, c'est mal. Voici le sentiment qui se cache derrière le refoulement de cet homme de 82 ans. Et c'est désormais tellement bien instauré dans notre société que même les petits garçons dont les parents ne leur demandent pas explicitement de ravaler leurs larmes, le font. La psychothérapeute Nadine Boteach nous explique le processus. Les psychanalystes expliquent que le petit garçon, vers l'âge de 11, 12 ans, 13 ans, comprend que s'il veut aller dans la société, il va falloir qu'il devienne comme son père. Et s'il reste à être consolé par sa mère, à être dans les bisous de sa mère, à être dans les bras de sa mère, il va se féminiser. Et donc, il n'est pas accepté vraiment en tant qu'homme. Et donc, les messages qu'on lui a donnés, tu dois être fort, tu ne dois pas, tu es tombé, mais devant la souffrance, tu ne dois pas pleurer, il le reprend à ce moment-là pour lui-même, il l'intègre. À partir de 13-14 ans, c'est fini, un garçon ne pleure plus, sauf exception. Hein. Alors que la petite fille, la fillette, elle reste dans le vécu de sa mère. Elle voit sa mère qui, à un moment donné, a une contrariété qui étouffe un sanglot, ou les larmes qui viennent. Puis souvent, la mère va parler avec la fille. Elle va lui dire, oui, mais c'est pas grave, mais j'ai un chagrin, mais tu vois bien, on va quand même faire telle chose et telle chose ensemble. Et donc, la petite fille se sent autorisée à pouvoir être à l'écoute de ses émotions et à laisser passer ses larmes si nécessaire. L'idée que les vrais hommes ne doivent pas pleurer est tellement infusée en nous qu'il est difficile de ne pas la reproduire. Mais à en croire le documentariste Ciku Nakiate, auteur du film « Dans le noir, les hommes pleurent », le jeune Raphaël, dont on parlait tout à l'heure, celui dont le père a essuyé les larmes devant l'école, avait de vraies raisons de retenir ses pleurs. Moi, je sais que dans le collège dans lequel j'étais, un mec qui pleure parce qu'on a insulté, il est cuit pendant l'année. Il va être charrié pendant toute l'année. C'est une certitude à 700%. Et j'ose penser que c'est encore la même chose 15 ans plus tard. Ouais. Aujourd'hui, on est adulte, donc peut-être qu'aujourd'hui, certains ont connu des deuils, certains ont connu des tristesses amoureuses, certains ont versé des larmes secrètes. On a un rapport, on a une expérience de vie qui est plus conséquente et donc peut-être une acceptation plus grande. Mais plus jeune, c'était impensable, inenvisageable. Le milieu dans lequel on grandit peut renforcer cette idée d'homme sans faiblesse et sans sentiment. Et plus le milieu dans lequel on évolue impose des normes de virilité rigides, moins un homme pourra pleurer. C'est ce dont me parle Ciku Nakiate. Pour lui, l'endroit où l'on vit et grandit a un rôle primordial. Dans les quartiers, très concrètement, dans les quartiers pauvres,
dans lesquels il y a une dépossession économique et culturelle de dingue, dans les quartiers où finalement la seule chose qu'on a véritablement, c'est le corps. Et les métiers qu'on est amené à faire, c'est des métiers qui viennent susciter notre corps. C'est être femme de ménage, c'est être agent de sécu, c'est être manutentionnaire. C'est des métiers où, si notre corps ne va pas, on peut plus bosser. C'est pas un métier intellectuel, on n'est pas trader, on n'est pas écrivain. Non, notre métier est primordial pour survivre. On a un rapport au corps qui est beaucoup plus particulier. On a un rapport au corps qui est un rapport de nécessité absolue. En fait, je pense qu'on essaie toujours de démontrer la masculinité qu'on a à travers ce qu'on a. Et si la seule chose qu'on a, c'est le corps, alors on va la démontrer par le corps. Et la démontrer par le corps, dans les clichés, c'est évidemment dans la musculature ou le fait de paraître dangereux, corporellement. Et je dis vraiment paraître dangereux et pas être dangereux. D'une certaine manière, je pense que peut-être que le corps, c'est un peu le dernier espace, le dernier aspect qu'on veut maintenir ou qu'on veut présenter comme étant fort ou dur, parce qu'on sait très bien qu'indépendamment de ce corps et de cette représentation physique, on est dépossédé, on est malmené socialement. Et donc je pense que le corps, c'est aussi une façade, une protection assez dingue, quoi. Précisément, on va même faire en sorte que le côté émotionnel et le côté corporel maquillent la violence sociale qu'on subit. Pour dire, je suis dominé, mais ça ne se verra pas. Il y a au moins cette dignité du corps. Ouais, je pense que, en tout cas, chez moi, ça a été très fort à ce niveau-là. Et cette volonté de domination de son propre corps quand on se sent dominé se retrouve aussi chez Thibaut, l'éditeur et écrivain du début de l'épisode. Comme le héros de son roman, il est juste que les forts soient frappés. Sa compagne a elle aussi été atteinte d'un cancer. Le docteur qui nous suivait, à un moment, il avait dit à ma compagne oui, votre époux, c'est le chevalier Condé qui va vous sauver, quoi. Et moi, j'avais cette image du chevalier, en fait. Image qui ne coïncide pas avec celle d'un homme qui pleure, mais c'est sans doute aussi à cause de toute une mythologie que je me suis construite, hein, à base de lectures, de films aussi. Et en tout cas, c'est vrai que moi, je me disais beaucoup à cette époque-là, d'autres peuvent pleurer, mais pas moi, en fait. Je peux pas laisser de place à ça, parce qu'il faut que je sois dans l'action, l'organisation, la gestion des enfants, faire le suivi avec les malades, remonter le moral aussi. En fait, c'est ça aussi beaucoup. C'était aussi être une espèce de force solaire, comme ma mère, pour inspirer un mouvement de vie qui va vers l'avant, justement. Et donc, dans ma tête, c'est très binaire, hein, c'est les larmes, bah non, les larmes, ça tire en arrière, quoi. Je pense que c'est comme si j'avais le sentiment qu'il y a quelques larmes de noblesse, ça existe, quoi, des moments où c'est bien et beau de pleurer, c'est normal. Pourtant, se retenir de pleurer, c'est se contraindre. C'est s'imposer un effort qui va à l'encontre de ce que l'on ressent. C'est en quelque sorte garder la face, mais exprimer physiquement quelque chose de différent de ce que l'on ressent. Ce paradoxe s'appelle le stress dramaturgique. Il s'agit de l'effort que l'on déploie dans la gestion de la présentation de soi, et particulièrement dans la lutte pour garder les apparences sociales qui sont incohérentes avec nos émotions et les conceptions que l'on a de soi-même. Selon les sociologues américains Meredith McGuire et Peter E.S. Freund, ce stress dramaturgique peut affecter la santé, car le corps reçoit deux directions contradictoires. Pleurer a une valeur régulatrice, car c'est l'expression d'une émotion ou d'une intuition. D'ailleurs, les différents hommes que j'ai interviewés souffrent de cette répression d'eux-mêmes. C'est ce que m'expliquait Thibaut, essayant d'y remédier avec ses échalotes. C'est aussi ce que m'a confié Gigi Bola, l'auteur de Mask Off. Il m'a parlé des effets désastreux de la répression des larmes, de la déconnexion que cela engendre. Je me souviens être allé à un enterrement quand j'étais un adolescent. C'était pour la mort de quelqu'un dont j'étais très proche et beaucoup de mes amis aussi. C'était mon entraîneur de basketball. C'était un moment surréaliste parce que c'était quelqu'un que nous aimions tous et avec qui nous pouvions parler, mais personne ne pleurait. Et si jamais vous pleurez, il y a une limite à ce que les hommes peuvent pleurer. Si tu es heureux et que tu as une larme unique, c'est OK. Mais si tu commences à pleurer vraiment, c'est comme si c'était trop d'émotions. Ça choque.
Et donc, c'est ce genre d'idée qui fait des dégâts sur la manière dont on se sent par rapport à nous. Ça fait des dégâts sur notre santé mentale parce que nous ne vivons pas dans la plénitude de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Dans son documentaire « Dans le noir, les hommes pleurent », Ciku Nakiate interroge ses amis à propos de leur masculinité. C'est une prison intime qu'on a fini par connaître, enfin dans laquelle on est finalement à l'aise, ou en tout cas pas mal à l'aise, parce que précisément cette prison intime a comme résultat social de paraître fort ou de paraître plus masculin ou plus viril. Donc d'une certaine manière, cette prison intime, elle a un résultat, a priori agréable dans la vie sociale. Simplement, si on accepte du jour au lendemain à dealer avec nos émotions, alors qu'on l'a jamais fait, où est-ce qu'elles vont nous tirer? Ou qu'est-ce qu'elles vont nous apprendre de nous? Là, on va dans l'inconnu le plus grand. En fait, c'est très simple. Tu t'interdis des choses, et vu que tu te les interdis, d'une certaine manière, tu les interdis à celles et ceux qui te ressemblent. Voilà, c'est tout simple. Ne pas voir les autres pleurer, c'est une manière de se dire que tu as raison de tenir et que tu as raison de ne pas pleurer. Et si tu vois quelqu'un pleurer, peut-être que ça remet en question toi-même ton mode de vie et ton hygiène, et tu te dis, mais ça devient déroutant. Ouais. Très étrangement, cette prison intime est devenue plus facile à porter que l'idée de dealer avec les larmes. Cette image de prison intime me parle. D'autant que je n'ai aucun mal à exprimer ce que je ressens dans des moments positifs. Mais dès qu'il s'agit de moments négatifs de la vie, comme un deuil, une rupture, je ne communique pas, je ne pleure pas. Je garde ces émotions en moi. C'est comme si je ne voulais pas les voir. Pour moi, c'est positif, car ne pas pleurer, c'est ne pas s'appesantir sur les moments tristes, c'est aller de l'avant. Alors, je ne pleure pas. Et les hommes s'engrènent, les uns les autres, dans cet interdit. Mais ne pas pleurer, c'est aussi parfois une violence faite aux autres. Ne pas partager sa propre peine, ne pas reconnaître la leur, voire leur souligner par un comportement qu'eux ou elles aussi devraient être forts. Les médecins ont dit à Thibaut que s'il opposait un mur d'optimisme à sa femme atteinte d'un cancer, ça pouvait aussi donner l'impression qu'il ne prenait pas en considération la douleur du moment. Cela m'a fait penser à un passage du livre « Hommes et femmes face au deuil » de la psychothérapeute spécialiste dans l'accompagnement des personnes endeuillées, Nadine Boteach. Elle y rapporte le témoignage d'un couple ayant perdu un enfant à la naissance. Lui dit vouloir protéger sa femme en ne pleurant pas. Il estime que lui communiquer son ressenti par des larmes pourrait la faire souffrir. Elle, en revanche, souffre de ne pas le voir pleurer. Elle en vient à se demander s'il l'aime toujours. Elle déclare que lorsqu'une infirmière pleure avec elle à l'hôpital, cela lui fait du bien. C'est une reconnaissance des difficultés qu'elle traverse. Nadine Boteach, qui accompagne le monsieur veuf de 82 ans, m'a donné un autre exemple. Il montre ce qui peut se passer quand un homme essaie de bloquer les larmes des autres. Moi, j'ai eu une maman endeuillée qui vient un jour en octobre. Donc la personne commence à me parler. Elle me dit, je viens vous voir parce que j'ai perdu au mois de mai mon 5e enfant, qui était un petit garçon, 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et cette femme me dit, je viens vous voir parce que mon mari me dit que les larmes, ça suffit. Le petit garçon était mort à l'Ascension. Alors juin, juillet, août, septembre, octobre, ça faisait 5 mois. Et entre-temps, elle avait géré la communion solennelle de deux des enfants, les vacances, ils étaient quand même partis en vacances, et la rentrée scolaire. Et c'était justement ça. Elle m'a énoncé tout ça, et elle m'a dit, maintenant, j'ai tout mené, et là, maintenant, quand mes enfants partent à l'école, je m'assois sur mon canapé, je m'effondre en larmes. Alors là, je dois dire, j'ai marqué un temps d'arrêt. Je lui ai dit, écoutez, vous venez me voir, c'est bien, mais ça serait plutôt votre mari qui devrait venir me voir. Elle m'a dit, ah bon, mais pourquoi? Et donc, je lui ai dit, on va repartir sur les bases. Je lui ai dit, oui, vous avez perdu un enfant, c'était un drame, et donc, vous allez pleurer certainement encore longtemps. Elle me dit, mais est-ce que c'est normal? Je lui ai dit, oui. J'ai un grand scoop à vous dire, c'est normal. Et ça va durer encore certainement
longtemps. Elle était soulagée. Elle découvrait que c'était normal de pleurer pendant un deuil. J'allais dire, on est dans quelle société, hein? Qu'est-ce qu'elle a intégré dans sa vie pour entendre la parole du mari qui lui dit maintenant les larmes ça suffit et qu'elle se culpabilise. Donc elle venait apprendre ici un certain nombre de choses qu'elle retransmettait après chez elle à la maison. Les larmes sont retenues ou cachées. Elles ne sont acceptables pour les hommes que dans des circonstances très codifiées. Globalement, on pourrait dire qu'elles sont autorisées quand un homme a prouvé irrémédiablement sa virilité. C'est le cas de sportifs comme Antoine Griezmann, Yannick Noah, Michael Jordan ou encore Roger Federer. Roger Federer, le joueur de tennis, chaque fois qu'il remporte un championnat ou un grand match, il est très émotif. Il pleure vraiment. Pas qu'un petit sanglot. Il est plein de larmes. J'ai trouvé ça absolument incroyable de pouvoir voir quelqu'un avec tant de succès pouvoir exprimer son ressenti de cette façon. Mais une chose est sûre, c'est que quand c'est dans le sport ou pour ses accomplissements, les gens vont normaliser le fait que des hommes pleurent, alors que dans le quotidien, non. Maintenant, imaginons que Roger Federer travaille dans un bureau et qu'il vient de conclure une très grosse affaire. Et il se met à pleurer. Je ne pense pas que son chef aimerait ça. Donc certaines choses sont normales, selon un aspect. Ok, tu peux faire ça ici car tu es une célébrité, c'est bon. Mais quand c'est dans les choses normales de tous les jours, c'est mal perçu. La raison pour laquelle c'est normalisé pour les sportifs, c'est que les athlètes hommes semblent être au sommet de la virilité. Ils sont très athlétiques. Ils sont forts, grands, talentueux. Ils sont aussi riches et ce sont souvent les critères pour juger un homme. Donc ces sportifs sont déjà au sommet de cette montagne de la norme masculine. Cela leur donne un peu de liberté, de faire quelque chose qui peut-être fera qu'ils seront jugés, mais qui n'enlèvera pas la perception de puissance qu'ils dégagent déjà. Parce que si Roger Federer ou le basketteur LeBron James pleure, il reste LeBron James, il reste l'homme le plus fort physiquement et parmi les plus riches de la planète. Ça, c'est un aspect. L'autre aspect, c'est aussi une idée de sacrifice. Je crois que c'est presque attendu que les hommes doivent se sacrifier pour une noble cause, une grande réalisation. Auparavant, ça aurait pu être pour une guerre, pour un conflit. Le sport, c'est presque un domaine qui reproduit cette idée de conflit, parce que vous avez deux groupes opposés qui s'affrontent. Ceux qui gagnent, vous les voyez exprimer leurs émotions, et à travers cela, vous voyez le sacrifice réalisé. Ce n'est donc pas nécessairement les dévaluer de leur permettre d'être eux-mêmes ou d'exprimer leurs émotions. Mais c'est en fait un signal de différentes choses. Si un homme est assez puissant ou est perçu comme puissant, il peut faire tout ce qu'il veut, parce que personne ne va menacer son statut. Mais en tant qu'homme, si vous n'avez pas ce pouvoir-là, alors vous devez vous conformer. Les larmes ne sont donc possibles que dans des cas très précis, mais au moins, elles sont possibles. Ça me rassure un peu, ça ouvre une brèche. Dans ma vie, je n'ai pas d'amitié avec de grands sportifs, et en tant qu'homme, je n'ai pas le souvenir d'avoir parlé avec d'autres hommes des larmes. Mais j'aime l'idée que de nouveaux codes de masculinité émergent, plus variés, plus multiples, et plus en adéquation avec les ressentis des uns et des autres. J'ai donc proposé à quelques hommes d'en discuter ensemble. Nous nous sommes réunis à 5 pour discuter des larmes. Autour de la table, Théo est né en France, Hugo au Brésil,
Mina en Égypte et Miraculeux en Côte d'Ivoire. Je n'aime pas pleurer devant les autres parce que c'est plutôt des moments intimes et j'aime pas partager les intimités avec tout le monde. Je ne pense pas que les personnes devant moi, n'importe qui, est capable de vivre la même expérience émotionnelle avec moi. C'est comme faire l'amour. Du coup, j'aime pas faire l'amour devant les autres parce que c'est très très intime. Pour moi, les garçons peuvent pleurer librement, mais ça dépend de quelles circonstances. Par exemple, je te donne un exemple. Bon, quelqu'un m'embrouille. Peut-être il fait un truc à ma copine où j'apprends que il y a un mec qui a couché avec ma copine dans le quartier. C'est non, tout le quartier l'apprend, tout ça, tu vois. J'ai envie de pleurer, mais je peux pas pleurer devant tout le quartier, par exemple, tu vois un peu. Puis ça sera une sorte de faiblesse, tu vois. Pourtant, normalement, j'ai envie de pleurer, tu vois. Je suis dans un sentiment de frustration où j'ai envie de tout lâcher, au fait. Moi, j'ai fait un concert au Grand Voisin où j'ai pleuré en plein concert. Pourtant, j'étais pas triste. J'étais tellement submergé par l'émotion qu'en plein concert, j'ai laissé le micro et je pleurais, tu vois. Mais je me suis retourné, j'ai donné dos au public et je pleurais. Je me suis adossé au mur. Et c'est Adrien, le guitariste du groupe, qui m'a dit « Mira, c'est bien, tu es fort. Viens, tu vas tout donner. C'est pas grave si tu pleures. C'est pas une faiblesse si tu pleures. » C'est lui qui m'a remonté, qui m'a dit « Viens, continue le show. Les gens ont besoin de toi. » Depuis que je suis petit, dans ma famille, on a donné beaucoup de valeur au fait d'exprimer ses émotions. Et mon père nous disait souvent, à ma sœur et moi, que pleurer, être capable d'exprimer ses émotions devant les autres, c'est une force. Et ça montre aussi que les personnes à qui on exprime nos émotions comptent, parce qu'on est prêt à les exprimer devant eux. Le fait que tu te mettes à pleurer justement sur ce concert, ça montre aussi à la foule l'importance que tu leur accordes, l'importance que tu accordes à ce moment. C'est ça. Et c'est ce qu'ils ont remarqué aussi. C'est ce que la foule aussi a remarqué. Et ça m'a vraiment touché, quoi. Comme on a dit, nous sommes dans une société de patriarcale où les hommes, ils sont forts. L'homme il doit cacher ses émotions, tu vois. Et en cachant les émotions, ça te ronge à l'intérieur. Donc moi, je me dis que c'est un peu négatif de ne pas pleurer vraiment. Et c'est une manière de se lâcher. Maintenant, il y a des personnes qui ne sont pas habituées. C'est une question aussi, quelque part, d'éducation. On ne peut pas les en vouloir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion, tu vois. Il n'y a aucune larme qui coule, ils ne pleurent pas, mais ils ressentent aussi à l'intérieur. Et ils pleurent à l'intérieur. Ça, on en parle peu aussi. Cet échange d'expériences et de réflexions autour des pleurs a duré une matinée entière. C'était la première fois que je parlais aussi ouvertement avec d'autres hommes de nos ressentis, de nos émotions et de nos faiblesses. Je redoutais ce moment car c'était nouveau et ceci obligeait à se montrer vulnérable. Mais ça libère. Ça libère d'entendre d'autres hommes parler de leurs larmes. Ça soulève un tabou, ça permet de découvrir qu'il y a plein de rapports différents aux pleurs et donc ça soulage. Amener de nouvelles représentations de la masculinité. Voilà une piste à creuser pour que les carapaces se décrochent. Et Gigi Bola propose quelques pistes pour déconstruire nos habitudes. Disons que vous êtes un homme de 30 ans et que vous venez de réaliser la façon dont vous avez été sociabilisé pour retenir vos émotions. Et maintenant, vous essayez de vous ouvrir un peu. Ça veut dire que là, vous allez essayer d'ouvrir les 30 dernières années où l'on vous disait que vous deviez vous fermer. Donc, vous n'allez pas être capable instantanément de vous exprimer. Imaginez 30 ans de conduite sur un côté de la route, et puis vous allez dans un nouveau pays où l'on conduit dans l'autre sens. C'est effrayant. Donc, je recommande vivement de faire une thérapie individualisée ou une thérapie de groupe, si vous le pouvez. Cela pourrait être très, très utile. La thérapeute va vous accompagner dans le traitement de vos émotions, en vous donnant les outils que vous pouvez utiliser, et ainsi de suite, et faire émerger les raisons pour lesquelles vous vous êtes retenu. Vous pourrez alors lentement commencer à vous ouvrir. C'est la première chose que je recommanderais vivement à tout le monde et surtout aux hommes. La seconde serait d'écrire. Si vous pouvez vous procurer un cahier ou un journal pour y écrire progressivement chaque semaine ou de temps en temps comment vous vous sentez. N'écrivez pas vos réflexions, n'essayez pas d'être logique. Écrivez plutôt ce que vous sentez, les émotions que vous ressentez.
Et je pense que cela vous permettra d'accéder à vos sentiments et de vous ouvrir. Ainsi, vous vous sentirez plus à l'aise, notamment pour pleurer. Vous vous comprendrez mieux. En tout cas, vous devez vous donner du temps. Ça ne se produira pas instantanément. Il faudra peut-être 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans. C'est un voyage qui dure toute la vie. Mais je pense que cela en vaut vraiment la peine. Parce qu'en fin de compte, je travaille dans des services dédiés à la santé mentale et j'y ai rencontré beaucoup d'hommes âgés, très, très isolés. En fait, au fil des ans, ils n'ont pas été capables de créer des liens et d'établir de la confiance dans leurs relations. Ou alors ils ont tiré profit de leurs relations, en termes de pouvoir. Puis ils se sont retrouvés isolés et seuls, incapables d'être en contact avec qui ils sont au fond d'eux-mêmes, et ils ont beaucoup de regrets. Ils disent « si seulement j'avais fait ceci ou cela ». Donc, nous ne voulons pas continuer à faire les mêmes erreurs et être destructeurs pour les autres, comme pour nous-mêmes. Donc oui, ce sont les 2 choses que je recommande. La question des larmes chez les hommes est un symbole. En m'y consacrant, j'ai compris qu'en tant qu'homme, il était possible de pleurer, que cela pouvait arriver et que cela n'était pas bien grave. Aujourd'hui, je ne pleure pas plus. Il va me falloir du temps pour me laisser aller, déconstruire les réflexes, comprendre et accueillir les émotions qui me traversent et que je pourrais exprimer par des larmes. Mais j'ai compris que se retenir de pleurer, c'était chercher à reproduire cette figure masculine toxique à nous-mêmes et aux autres. La rétention émotionnelle fait du mal d'un point de vue psychique, mais aussi parce qu'elle est née dans un système opposant hommes et femmes dans un but de domination. La prochaine fois que je sentirai des larmes monter à mes yeux, j'essaierai de les laisser couler, car j'ai compris que je ne risque pas grand-chose. Au contraire, c'est nécessaire. Vous venez d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Suivez-nous sur Instagram et sur Twitter, @émotionpodcast, émotion avec un S. Antoine Lalanne-Desmé a réalisé cet épisode sur les hommes et les larmes. Merci à toutes ces interlocutrices et à tous ces interlocuteurs de lui avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. J'étais en charge de la production et de l'édition de cet épisode. Marine Kéméré a assuré la création sonore, Dominique Ledudal s'est occupé de l'enregistrement et Jean-Baptiste Aubonnet du mixage. Nicolas Degélis a lui composé le générique d'Émotion. Marion Girard est responsable de production de nos podcasts. Maureen Wilson, responsable éditoriale, Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski est directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur 2, là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Spotify ou YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles et nous laisser des commentaires. Et s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. À bientôt.